Merci pour l'introduction, Pauline. Donc, oui. Pour commencer, pour rappeler, dans le cadre du PNEC, on regarde seulement les émissions directes des différents secteurs. Les émissions indirectes, elles ne sont pas prises en compte dans le PNEC. Et comme Pauline l'a déjà mentionné, après avoir présenté le transport et le secteur des bâtiments dans les séminaires précédents, on va présenter aujourd'hui les projections pour l'industrie, pour l'agriculture, pour les déchets et aussi brièvement pour l'ULUCF. Donc, concernant ou commençant avec l'industrie, généralement, dans l'industrie, une grande partie des émissions sont produites par des entreprises qui sont soumises au système des quotas d'émissions, en anglais appelé ETS. Et donc, ces émissions-là, elles ne comptent pas en fait pour les émissions de Luxembourg ou pour les objectifs en 2030. Prenons en compte cela, on voit que les émissions non ETS au Luxembourg, ils sont restés sur un niveau assez, disons, assez constant les années passées. En 2021, il y avait un petit saut. Et si on compare cela avec quand même les émissions ETS, celles-ci sont beaucoup plus élevées et ils ont bien diminué dans les années passées. En total, on était donc à environ 3500 tonnes d'émissions en 2005 et en 2021, on était en dessous des 2000 tonnes. Oui, euh, on a aussi montré ces graphiques dans les autres séminaires précédents avec les secteurs qu'on avait présentés. Donc, pour rappel, le PIB et la population, on prévoit qu'elles vont bien augmenter pendant le temps, mais on voit déjà maintenant qu'il y a en fait un découplage entre la croissance et les émissions. Ici, les émissions sont les émissions de l'industrie, de l'agriculture et des traitements de déchets, mais hors ETS. Comme je l'ai déjà mentionné, l'ETS ne compte pas pour les objets climatiques en 2030. Aussi, contrairement aux séminaires précédents, on avait des modèles très détaillés, des modèles stock flux pour le transport des bâtiments. Euh, contrairement au transport et bâtiment, pour l'industrie, on n'a pas ce type de modèle parce qu'on n'a pas les données nécessaires. Donc, notre modèle consiste de deux sources principales. D'un côté, nous avons la consommation énergétique des différentes branches des bilans énergétiques et on a la production de différentes branches de la comptabilité nationale. Si on divise la consommation énergétique par la production, on peut calculer une intensité énergétique, ça veut dire l'énergie nécessaire pour produire 1 euro de valeur. Euh, donc, dans notre modèle, la production elle est influencée par le taux de croissance de la production des différentes branches. Là, on a appliqué des tendances historiques pour les différentes branches. Et puis, pour l'intensité énergétique eux-mêmes, on a observé dans le passé des gains, disons des gains dans l'efficacité énergétique, séparément pour l'électricité, mais aussi pour les vecteurs thermiques. Et on va aussi modéliser maintenant le changement de vecteur énergétique. Donc, si les entreprises vont passer des sources fossiles vers de l'électricité, on modélise cela et aussi l'influence de ce changement sur l'efficacité énergétique parce que souvent les processus électriques ils sont plus efficaces que les processus thermiques. Et dans les scénarios qu'on va généralement, on a toujours modélisé deux différents scénarios. Un scénario appelé VEM, with existing measures, ce qui englobe en fait les mesures qui étaient prises et adoptées avant le 31 décembre 2021. Et aussi un scénario VAM, appelé with additional measures, qui englobe en fait les mesures du PNEC. Et on va se concentrer aussi dans ce séminaire sur le scénario VAM parce que c'est celui qui est important pour le PNEC. Et le PNEC, il contient beaucoup de mesures, mais au niveau de la modélisation, on n'a pas modélisé toutes les différentes mesures parce qu'aussi elles n'étaient pas toutes quantifiables. Pour l'industrie qui englobe d'un côté l'industrie manufacturière, mais de l'autre côté aussi la production d'énergie,
On a dans le scénario VEM et VAM pour la production d'énergie pris les mêmes hypothèses pour en ce qui concerne l'énergie éolienne. On a travaillé là-dessus ensemble avec le ministère de l'Énergie et les acteurs dans le secteur. Pour la photovoltaïque, on suppose dans le scénario VEM qu'à long terme, la moitié des nouvelles constructions vont avoir une installation photovoltaïque sur le toit. Dans le scénario VAM, on suppose que toutes les nouvelles constructions dans le long terme vont avoir des installations photovoltaïques. Pour les cogénérations de gaz, on suppose dans le scénario VEM qu'ils seront remplacés par des cogénérations bas, disons, sans carbone après que leur durée de vie s'est échouée après 20 ans. Dans le scénario VAM, on suppose que les cogénérations fossiles seront tout remplacées après que le mécanisme de compensation ne donne plus d'argent aux cogénérations fossiles, ce qui est le cas en 2032. Pour la taxe CO2, on a laissé la taxe constante à 30 € la tonne dans le scénario VAM. Dans le scénario VAM, comme pour les autres secteurs, on suppose une croissance continue de 5 € par tonne par année. Et aussi pour l'industrie, le ministère de l'Énergie a travaillé ensemble avec des consultants pour élaborer une roadmap pour la décarbonisation de l'industrie manufacturière. Et elle a aussi élaboré une stratégie hydrogène. Et ces deux études ou travaux ont été pris en compte dans le scénario VAM. Donc, pour résumer, dans le passé, on voit bien maintenant que dans l'industrie, on a une légère baisse de la consommation énergétique, un peu de tous les vecteurs, donc aussi le gaz, que aussi l'électricité, ils ont baissé dans les années passées. Pour la production de différentes branches, on a différencié entre les branches intensives en énergie, à savoir le ciment, l'acier, le verre et la production d'aluminium. Et on a mis tous les autres branches ensemble dans une branche que nous avons appelée autre. Et en analysant la tendance historique, on a pu extrapoler en fait l'évolution de la production des différentes branches. On voit surtout que pour la branche autre, on suppose une croissance très élevée, ce qui se base sur des données observées depuis 2001. Et donc, de l'autre côté, on a aussi pu observer l'évolution de l'intensité énergétique des différentes branches. On a généralement une baisse ou une légère baisse dans les branches intensives en énergie, donc comme j'ai mentionné, le ciment, l'acier, le verre et l'aluminium, et on a une baisse très prononcée dans le secteur autre. Donc ça veut aussi dire que l'amélioration ou disons la croissance de la production du secteur autre, elle est aussi compensée par une efficacité énergétique observée très élevée. Et donc la question se pose, comment est-ce que l'industrie elle peut se décarboner? Donc d'un côté, la plupart des émissions de l'industrie sont aujourd'hui liées à la combustion énergétique. Donc nous supposons avec les tendances observées, mais aussi avec la roadmap et la stratégie hydrogène, que les énergies fossiles vont quasiment disparaître dans l'industrie à l'horizon 2050. Ça va jouer par deux principaux facteurs, disons. D'un côté, on aura une hausse de la consommation d'électricité, surtout dans le secteur autre. Donc, ça veut dire que les entreprises vont électrifier leurs processus à basse température au moins, et ils vont passer à l'électricité. De l'autre côté, pour tous les processus à haute température, c'est difficile à les électrifier parce qu'on a besoin d'une combustion et des températures élevées pour les processus. Donc, dans ces processus-là, c'est l'hydrogène qui permet en fait de décarboner les processus à haute température, tout en il y a encore beaucoup d'interrogations sur le déploiement de l'hydrogène, mais le ministère de l'Énergie prévoit qu'en 2035, le Luxembourg aura accès à un gazoduc
de l'hydrogène connecté avec nos pays voisins où l'hydrogène peut être produit d'une manière verte. Et concernant les émissions, donc comme j'ai dit, aujourd'hui, la plupart des émissions, elles viennent de la combustion énergétique, mais dans le futur, ça va être différent parce que la plupart de la consommation d'énergie va être neutre en carbone, mais il y a encore des émissions qui restent, qui sont liées aux procédés industriels. Et les procédés industriels, ça veut dire, ce sont des émissions qui sont émises par le processus de production des entreprises. Par exemple, pour produire du ciment, il faut produire du clinker. Et le clinker, par son chimie, il va émettre du carbone lors de sa production. Et les procédés industriels sont donc très difficiles à décarboner parce que si on utilise toujours les mêmes matières premières, celles-ci vont toujours émettre les mêmes émissions qui sont en fait liées à la production des différents produits. Donc, dans les émissions non ETS qui comptent pour le PNEC en 2030, on a encore en 2050 à peu près la moitié des émissions qui sont liées aux émissions de procédés industriels. Et pour les émissions ETS, on a en fait presque 100% des émissions qui sont liées aux procédés industriels. Et pour résumer en fait l'impact des différentes mesures, dans le scénario VEM, avec l'amélioration de l'efficacité énergétique qu'on a observé, on a déjà une très grande baisse des émissions dans le scénario VEM. Et la feuille de route de l'industrie, elle s'est surtout concentrée en fait sur les entreprises qui sont soumises au système ETS, donc dans les secteurs qui sont importants pour les PNEC. La feuille de route n'a en fait pas identifié beaucoup de projets et trajectoires possibles pour encore décarboner plus de ce que nous prévoyons déjà dans le scénario VEM, parce que dans le scénario VEM, on a aussi déjà prévu une certaine électrification de la consommation d'énergie. Et on a encore la stratégie hydrogène qui va baisser à très long terme un peu les émissions du secteur hors ETS, parce que même chose que pour la feuille de route de décarbonisation, la stratégie hydrogène, elle se concentre surtout sur les entreprises et les processus soumis à l'ETS. Et la taxe CO2, elle a aussi un léger impact dans l'industrie qui devient plus petit à long terme parce qu'on n'a plus beaucoup de consommation qui est concernée en fait par la taxe CO2 parce qu'on décarbone déjà le gaz, le charbon et le mazout. Ça nous emmène au prochain point. En fait, la consommation totale d'énergie dans l'industrie, elle reste assez stable. Donc, ceci a comme conséquence que le poids de l'industrie dans la consommation énergétique totale du pays va augmenter avec le temps de à peu près en dessous de 20% aujourd'hui à plus que 35% en 2050. Cependant, l'électricité consommée par l'industrie aujourd'hui est responsable pour plus que 50% de la consommation de l'électricité de tous les pays, ce qui va baisser, pas vraiment parce que l'électricité va baisser dans l'industrie, mais surtout parce que l'électricité va bien augmenter dans les autres branches, comme dans le transport avec l'électromobilité et dans les bâtiments avec les pompes à chaleur. Et on reçoit donc souvent la question, qu'est-ce qui va se passer avec toute l'électricité? Donc, la consommation d'électricité du pays va se doubler et la production d'électricité au Luxembourg va cependant quand même aussi augmenter. Donc maintenant, on va parler de cette production de l'électricité au Luxembourg. D'abord, on regarde la répartition entre les différentes sources pour produire l'électricité au Luxembourg. À long terme, la production luxembourgeoise va être décarbonée, comme toutes les cogénérations fossiles vont disparaître dans les années 2030. Et on aura des fortes hausses des éoliennes et aussi du photovoltaïque.
À très long terme, on a aussi une production d'électricité via l'hydrogène qui va, dans notre modèle, remplacer en fait une partie de l'électricité qui est produite via la biomasse. Et donc, les deux moteurs principaux pour la production d'électricité au Luxembourg seront donc le photovoltaïque et l'éolien, où d'un côté, on va augmenter la production simplement via l'installation des nouvelles éoliennes ou des nouvelles installations photovoltaïques, mais aussi le progrès technologique joue un rôle ici, parce que aujourd'hui, une nouvelle éolienne, elle peut produire plus d'électricité qu'une éolienne qui a 20 ans avec la même capacité nominale. Et ceci est dû au fait que les éoliennes d'aujourd'hui sont conçues pour aussi pouvoir fonctionner avec des vitesses de vent moins élevées, ce qui augmente en fait leur rendement. Et à long terme, on voit qu'à peu près 20 ou 25% de l'augmentation de la production photovoltaïque et éolienne vient de ce progrès technologique on top de l'installation des capacités additionnelles. Si on prend maintenant en compte aussi la production de chaleur, on voit que le Luxembourg va plus que doubler sa production d'électricité et de chaleur par les différentes sources que j'ai déjà mentionnées, donc surtout la photovoltaïque et l'éolien, et dans un premier lieu jusqu'en 2030 aussi par la biomasse qui va être remplacée à long terme par l'hydrogène. Et aussi dans notre modélisation, on a donc supposé qu'il y a une forte croissance de la production d'énergie, surtout dans les années 2020, donc jusqu'à la fin de cette décennie. Et après, la croissance va un peu se calmer. Parce que pour les photovoltaïques, on a déjà prévu, disons, les tendances actuelles, aussi en parlant avec les acteurs concernés. Et aussi en prenant en compte qu'il y a des appels d'offres pour des grandes installations photovoltaïques, probablement jusqu'à la fin de cette décennie. Et on a supposé que celles-ci ne vont plus être là à partir de 2030 et qu'on va donc installer simplement des panneaux photovoltaïques sur chaque nouvelle construction, comme je l'ai déjà mentionné. Et pour les éoliennes, on suppose aussi qu'aujourd'hui, c'est encore plus facile de trouver des endroits appropriés à la production qui sont assez éloignés des centres résidentiels et il va être plus difficile à trouver encore des endroits à plus long terme. Avec cela, on a donc la production nationale représente aujourd'hui un peu plus que 20% de la consommation d'électricité. Et malgré la hausse de la consommation d'électricité, on arrive quand même à maintenant produire presque 40% de l'électricité en 2050 au Luxembourg. Donc, il faut quand même encore importer 60% de l'électricité des pays voisins, qui est aujourd'hui surtout l'Allemagne. Et on a donc une certaine dépendance à ce pays, mais il ne faut pas oublier, l'Allemagne et aussi les autres pays voisins sont des pays partenaires qui partagent nos valeurs et aussi normalement nos objectifs dans l'Union européenne. Donc on ne sera plus dépendant des pays tierces. Parce qu'il y a souvent la discussion sur la dépendance de l'électricité, mais il ne faut pas oublier, en électrifiant tous nos processus et la totalité ou la majorité de notre consommation, on devient plus indépendant des pays qui exportent le pétrole et le gaz. Donc, disons net, on devient moins dépendant des pays tierces pour notre approvisionnement énergétique. Et concernant la renouvelabilité de notre production d'énergie, on a donc ici la part des différents vecteurs pour des objectifs des énergies renouvelables. Et là, il faut dire pour l'électricité que l'électricité que nous importons, elle ne compte pas comme renouvelable. Donc même si l'Allemagne, qui doit aussi faire leur propre PNEC, va produire de l'électricité 100% renouvelable à long terme, celle-ci ne va pas compter dans nos objectifs d'énergie renouvelable. Pour la production de chaleur de froid, on avait déjà vu dans le dernier webinaire que dans les bâtiments, les pompes à chaleur
vont décarboner la consommation beaucoup, mais il y a aussi encore donc la production d'énergie via le biais de l'hydrogène et de la biomasse, et aussi la consommation de l'hydrogène dans l'industrie qui vont nous permettre d'avoir une consommation de chaleur à presque 100% renouvelable en 2050. Et donc, en résumé, si on regarde les émissions de l'industrie comme il compte pour le PLEC, donc pour ETS, on voit qu'on ne va pas atteindre nos objectifs pour 2030. Et ceci est surtout dû au fait qu'on est déjà loin en dessus de la trajectoire prévue. Parce que nous prévoyons quand même une baisse dès maintenant. Et je pense que la crise énergétique l'année passée a aussi avait un effet incitatif de baisser les émissions des industries, pas seulement les entreprises n'ont pas simplement arrêté de produire, mais ils sont aussi regardé comment ils peuvent se mettre plus indépendants du gaz et le remplacer avec une source plus propre. Et en 2050, on aurait donc réduit les émissions par 75% et on n'achèvera pas une neutralité carbone, surtout due aux procédés industriels. Ceci est tout pour l'industrie. Venons maintenant à l'agriculture où les projections ils ont été élaborées par le SCR. Donc, on a aussi un scénario VEM et VAM, et dans le scénario VAM, on a surtout quelques hypothèses sur le nombre de bétail et aussi sur la production du bétail pour la production laitière. C'est prévu que le nombre de vaches va diminuer un peu jusqu'en 2030, mais qu'il restera constant par la suite. Et l'effet des différentes mesures dans l'agriculture, il est montré sur ce graphe ici, où on voit donc d'un côté une grande efficacité de la mesure qu'on va ajouter des additifs alimentaires pour la nourriture des animaux qui vont alors émettre moins d'émissions directes de méthane. Ceci, en plus de cette mesure-là, pour le dire, pour la réduction de bétail, ils ont un rôle assez important de baisser les émissions. Et donc, dans l'agriculture, on arrive à baisser les émissions par un peu plus de 20% jusqu'en 2030, mais à long terme, on a beaucoup d'améliorations en vue si on ne réduira pas encore plus le nombre de bétail. Et venons maintenant au secteur du traitement des déchets. Là, les projections ont été réalisées par l'administration de l'environnement, où il y a un grand défi, c'est à savoir la croissance de la population, parce que plus de population généralement génère plus de déchets. Et pour contrer cela, il y a deux points clés. C'est d'un côté le recyclage, mais c'est de l'autre côté aussi la prévention des déchets. Et on voit que selon les projections de l'administration de l'environnement, que ces mesures-là, ils peuvent en fait neutraliser la croissance de la population, mais à long terme, on n'arrive plus à baisser les émissions liées aux déchets. Et venons encore au secteur du LULUCF. En français, c'est UTCAF, l'utilisation des terres, changement d'affectation des terres et de la forêt. En fait, ce secteur-là, il peut en fait capter du CO2 de l'atmosphère et il produit donc en parenthèse des émissions négatives. Mais la forêt luxembourgeoise est dans un mauvais état actuellement et donc on est en train de planter beaucoup de nouveaux arbres, mais ces arbres-là, quand ils sont encore jeunes, ils ne sont pas capables en fait d'absorber beaucoup de CO2 et c'est donc seulement dans une quinzaine, vingtaine d'années qu'ils vont commencer de nouveau à améliorer la trajectoire du secteur de l'UCF, qui est important pour en fait pouvoir arriver à une
neutralité carbone parce que, comme je l'ai déjà mentionné, dans quelques secteurs, c'est impossible de décarboner à 100%. Et donc, en résumé maintenant, ceci, c'est la trajectoire globale de tous les secteurs avec l'UDCF, où on voit bien qu'on est sur une trajectoire baissante dès maintenant, mais qu'à long terme, on n'arrive pas à arriver à la neutralité carbone. Donc, il y a aussi une technologie qu'on n'a pas vraiment regardée dans ce PNEC, qui s'avère peut-être nécessaire dans le futur pour vraiment arriver euh, à une neutralité carbone, c'est le Carbon Capture and Use and Storage. Mais ça, c'est pour une autre fois. Et donc, pour conclure, comme pour toutes les projections de long terme, il y a des incertitudes liées à nos hypothèses et à notre modélisation, parce que pour l'industrie, par exemple, on a observé des taux de croissance très élevés pour la production, mais aussi des taux de croissance très élevés pour l'amélioration de l'efficacité énergétique. Et il nous manque aussi, surtout dans ce secteur, des données plus détaillées qui nous aideraient d'améliorer nos projections. Et la neutralité carbone s'avère difficile dans tous les secteurs présentés aujourd'hui, dans l'industrie à cause des procédés industriels, dans l'agriculture à cause des émissions directes, mais aussi indirectes du bétail, et dans le secteur des déchets, simplement lié à la croissance démographique. Et dans l'industrie, c'est aussi très important, l'hydrogène joue un rôle très important, mais comme je l'ai déjà dit, il y a encore des incertitudes énormes quant à l'hydrogène. D'abord, l'hydrogène doit être vert. Le peu d'hydrogène qui est utilisé aujourd'hui, c'est surtout de l'hydrogène gris, qui n'est pas neutre en carbone. Il y a aussi dans la feuille de route décarbonisation des demandes des entreprises que le gouvernement ou l'Union européenne soutient en fait les projets industriels concernant l'hydrogène pour qu'ils deviennent rentables. Et pour le Luxembourg, il est important qu'il y ait vraiment une connexion à un réseau transfrontalier d'hydrogène pour pouvoir en fait, pour que l'industrie puisse profiter de l'hydrogène. Et ça, c'est tout de mon côté. Est-ce qu'il y a des questions?